Un bon boulot, témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail. Y a-t-il des bons boulots? Qu'est-ce qui caractérise un bon boulot ou au contraire un sale boulot? Épanouissement, reconnaissance, insertion sociale, créativité, maîtrise d'un métier, sentiment d'utilité ou bien aliénation, émiettement du travail, perte de sens, management toxique, burn-out, dépression. Qu'est-ce qui fait la différence? Le travail lui-même, ses conditions d'exercice ou les possibilités offertes à une personne de s'y investir et d'y gagner une certaine autonomie? Le sujet est vaste et délicat quand il s'agit de témoigner. Nous parlerons métier et nous aborderons les raisons pour lesquelles un individu s'épanouit dans son travail. Nous chercherons aussi à comprendre sous quelles conditions un bon boulot pourrait être dévalorisé et devenir parfois un sale boulot. Aujourd'hui, nous recevons Jenny Cassou, ex-avocate, et nous allons la suivre depuis l'université où se pose... avant l'université, le choix entre trois métiers, et puis le choix, et le métier, l'épanouissement au travail, les compétences, le plaisir de ce travail, et puis, dans ce cas particulier peut-être, pas forcément particulier d'ailleurs, comment petit à petit finalement ce travail donne des raisons d'envisager peut-être de le quitter. Bonjour Jenny. Bonjour. Donc on va commencer par votre parcours depuis le lycée peut-être, le bac, et puis qu'est-ce qui se présente à vous, comment vous envisagez le travail et les métiers envisageables pour vous? Alors moi j'ai fait un bac littéraire dans un lycée bordelais. Effectivement, j'avais plusieurs orientations possibles quand j'étais même depuis le collège en fait. J'ai toujours envisagé soit de devenir avocate. Déjà au collège? C'était déjà au collège D'accord. un rêve. Mais j'avais aussi cette envie de devenir éventuellement psychologue ou journaliste. Ou écrivain aussi, c'était... 4 métiers, donc voilà. Avec différents rapports à l'argent. Tous nécessitent mettre les gens quand même au milieu. Tous un rapport en tout cas... les points communs, je crois que ça va être l'écoute, le lien humain et l'écriture. Oui. Je crois que c'est vraiment ça qui me motivait en fait dans la vie, que j'aimais bien, qui me passionnait. Donc à un moment, faut choisir. Comment aller plutôt vers l'un plutôt que vers l'autre? Alors clairement la psychologie, on m'en a dissuadée en termes d'orientation par rapport à mon niveau en maths. D'accord. Alors après j'ai appris plus tard que c'était dommage parce qu'on n'avait pas forcément... effectivement, il y avait de la statistique à faire, je crois, dans les cours en psychologie. Mais le niveau est pas impossible à atteindre. Non. Donc voilà, je n'ai pas compris pourquoi on m'en avait dissuadé à ce point-là. Non, mais ça, ce serait une raison peut-être presque privative, négative, mais des raisons positives de s'orienter vers plutôt le droit. Alors, vers le droit, du coup, en fait, c'est les options qui me restaient, de toute façon. Mais avocat, c'était finalement, je pense, à force de réflexion, ce que je voulais tenter en premier. J'avais aussi une amie qui partait en droit. Et donc, voilà, on a visité la fac de droit. Je pense que les matières qu'on nous a présentées, la façon dont on nous l'a présentée, m'ont inspirée et donc m'ont poussée à choisir cette voie. Et directement le droit pour être avocat ou pour... Moi, c'était mon projet professionnel quand j'ai commencé. Et rien ne m'en a fait changer. Et de toute façon, en fait, il faut, dès la 3e année, il faut commencer de toute façon à choisir aussi ses spécialisations, ses matières. Donc, il faut avoir quand même une idée du projet professionnel qu'on va avoir. Il y en a qui arrivent
dans le flou. Et malheureusement, ce sont aussi ces personnes-là qui arrêtent ou qui se réorientent dès la première année parce que ça ne leur convient pas, parce qu'ils n'ont pas d'idée de ce qu'ils veulent faire. Et vous, parmi les différents choix, il peut y avoir le droit du commerce, le droit privé, le droit public. Ouais. Sur quoi vous avez misé? Alors moi, j'ai misé de toute façon tout de suite sur le droit privé parce que c'était ça qui m'intéressait. C'était le lien aux gens, voilà, c'était tout ce qui allait avoir un rapport direct avec le quotidien des personnes. Donc le droit public n'a jamais été ma tasse de thé, et le droit des affaires non plus. Donc le droit privé, c'est le droit des familles et le droit, les problèmes entre voisins, des choses comme ça? Voilà, les contrats, tout ce qui va être, ou même le droit du travail, le droit pénal, tout ce qui va vraiment avoir un trait au quotidien des personnes. Donc à ce moment-là, ce serait pas mal peut-être juste de voir quelles sont les visions d'une jeune fille qui s'imagine avocate, comment vous le voyez le métier. Et c'est intéressant de voir cette vision-là. Après, on verra la vision qui résulte après plusieurs années d'exercice. Oui, moi, je crois que j'avais une vision assez idéaliste, peut-être inspirée aussi de ce que pouvait donner la télévision. C'est peut-être. Ah oui, il y a les beaux films, il y Voilà. a souvent des avocats dans les films. Alors Ouais. moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'avais absolument personne dans l'avocature et je n'avais personne qui avait fait du droit dans ma famille. Donc j'avais pas de modèle. Voilà, je D'accord. me suis formée toute seule en fait à ce Mais c'était quoi vos repères, c'était quoi vos images Et comment vous imaginiez à ce moment-là je crois votre rôle, votre travail je sais pas, j'ai pas de modèle particulier, ou mais les raisons moi j'avais peut-être? surtout une idée, enfin j'étais surtout sur un modèle idéaliste qui était: «Oh, il faut défendre les personnes», une idée de justice, voilà. D'accord. Et donc bon voilà, vous avez ça, faut dire aussi que vous passez le concours, vous l'avez immédiatement, le Oui, concours alors d'avocat, parce que c'est pas simple. non, alors oui, il faut peut-être expliquer. J'ai fait 4 ans de droit, j'ai un master 1. Ensuite, j'ai fait une année de formation pour préparer l'examen d'entrée au barreau. Non, pour préparer l'examen d'entrée à l'école d'avocat, qui n'est pas, donc c'est pas un concours, hein, c'est un examen, sont pris les gens qui ont la moyenne. Donc j'ai préparé quand même cet examen pendant 1 an, en même temps qu'une Il n'y a bonne pas de centaine numerus de clausus personnes. comme Non, on met. il y en avait pas, et je ne sais pas si ça a évolué, mais en tout D'accord. cas, à l'époque où moi je l'ai passé, il n'y en avait pas, ou alors il n'était pas officiel. Parce que ceci étant, c'est un examen difficile. Enfin, moi, j'ai côtoyé des étudiants de droit, tous Oui, c'est un ne le examen réussissent pas. difficile. Alors voilà, alors c'est pas un examen national, hein, on a chaque école d'avocat, il y a des écoles, je sais plus par région. Oui, je crois que c'est par région. Chaque école a son propre mode de fonctionnement. Donc voilà, moi D'accord. j'ai passé celui qui était à Bordeaux. Donc vous avez vous faites la formation, Je ça dure fais la 1 an et demi. formation. C'est ça, 1 an et demi. Et puis, il y a 6 mois de stage. Alors, comment ça... Il y a 2 fois 6 mois de stage, en fait. Alors, moi, je vous parle de l'époque où je l'ai passé. Je ne sais pas si ça a été modifié depuis. Moi, j'ai fait, donc il y avait 2 stages différents. Un premier stage de 6 mois où on doit faire un stage en dehors des cabinets d'avocats, c'est-à-dire choisir soit des associations, des entreprises, ou même aller travailler au tribunal. Moi, j'ai choisi 2 entreprises différentes, le Centre d'information du droit des femmes et des familles, et puis une autre association qui n'existe plus, qui avait vocation à suivre des personnes en réinsertion, des jeunes, qui faisaient du suivi en droit pénal. Et là, on peut Un dire, certain nombre tout de à l'heure, choses. on se disait, bon, c'était une association très utile, mais manque de moyens d'État. Par manque de moyens, elle a fermé, effectivement, ce qui était Or, assez elle malheureux. travaillait sur l'insertion des jeunes qui justement, sont un carrefour entre prison et travail. Exactement, voilà, c'est Et que ça. si ça se passe mal, ça se passe mal pour eux, mais aussi pour la société. Ouais. Voilà, ils avaient un parcours chaotique déjà depuis l'enfance, entre foyers et Ouais. voilà. Comment se passent ces premiers stages, ces 2 premiers stages Ça se passe très, très bien. Voilà, moi j'avais déjà travaillé quand j'étais étudiante en tant que juriste dans une association d'aide aux victimes, donc je me suis
parfaitement insérée dans ce type d'association. Moi, ça me convenait très bien de Et votre travail consistait déjà à suivre, à recevoir en entretien des personnes, en fait déjà le Centre d'information du droit des femmes et des familles, c'est déjà en fait un premier lieu où on a accès aux droits, où les gens peuvent venir se renseigner s'ils ont des problèmes, des difficultés dans leur quotidien ou pour demander des informations. J'ai fait aussi je me suis intéressée plus particulièrement en fait à la problématique des femmes victimes de violences. Donc j'ai suivi des formations sur ce sujet-là. Donc avec pour objectif après en tant qu'avocate de pouvoir me présenter comme une personne qui pouvait recevoir ce type de public. Vous commenciez à envisager la carrière donc et à Oui, c'est poser ça. les contours. Des sujets qui m'intéressaient et sur lesquels j'avais envie de m'investir. Donc voilà, ces 2 stages, vous rentrez dans la profession avec un angle, droit des familles, protection, et vous êtes recruté immédiatement, avant même le résultat, je crois, de... Oui, j'avais effectivement passé mes examens, j'avais déjà commencé à faire des entretiens et la personne m'avait dit que si j'étais reçue, je pouvais intégrer le cabinet. Donc là, premier boulot. Alors peut-être raconter le début, comment ça se présente, pourquoi ils vous embauchent, ce qu'ils vous demandent et comment votre première perception et vos premières tâches et les compétences que vous développez, les plaisirs associés à ce travail. Donc je suis intégrée dans un cabinet avec 2 associés, donc un homme qui a déjà une 60aine d'années, donc qui a monté ce cabinet-là, qui doit avoir une 30aine d'années, et une jeune fille qui est un peu plus âgée que moi, qui est donc récemment devenue associée dans ce cabinet. Il y a 2 secrétaires et manifestement une très bonne ambiance. Donc je suis ravie d'intégrer ce cabinet. On me donne de toute façon rapidement des dossiers à traiter. Alors bien sûr, comme on est jeune avocat, et même si la collaboration stipule qu'on n'a pas de lien de subordination, comme ce sont les dossiers du cabinet qui nous sont donnés, ils sont avalisés systématiquement par les associés. C'est-à-dire qu'on a beau rédiger les conclusions, les courriers, tout ça, il y a quand même une vérification qui est faite. Et c'est très bien parce qu'on ne se sent pas abandonné. C'est une sorte de formation qui continue. C'est ça. En fait, il faut savoir que avant 2008, je crois que c'était la réforme, les avocats en fait qui devenaient avocats avaient, on appelait ça des avocats stagiaires. En fait, le stage se faisait à la sortie de l'école et on trouvait une collaboration en fait dans un cabinet, mais on était avocat stagiaire en fait pendant 1 an. Ça explique peut-être la raison pour laquelle on peut être traité quand on commence comme un stagiaire et non pas comme un collaborateur. Exactement. Et maintenant, ça a disparu, mais effectivement, je pense peut-être les anciens on voit effectivement ces jeunes avocats comme des avocats qu'il faut former encore, en fait. Et c'est normal parce qu'on a eu une formation de 6 mois en cabinet d'avocat, ce qui est assez peu pour se former complètement en fait, à toutes les ficelles du métier. Est-ce que vous pourriez décrire, juste pour qu'on se mette dans le métier, un dossier qu'on vous remet, enfin quand je dis un dossier, il y en a peut-être plusieurs, il y en a sûrement plein, mais voilà quelques exemples de tâches à réaliser. Oui, effectivement, c'est compliqué de répondre à cette question parce que j'étais avocat généraliste. Et donc, en tant que généraliste, on traite énormément de dossiers différents. Donc, je faisais du droit pénal. Donc, j'ai reçu des auteurs comme des victimes. Ça pouvait être du vol, des accidents de voiture. C'est tout ce qui est dans les tribunaux, finalement. Des violences. J'ai fait du droit du travail. Donc, ça va être des licenciements abusifs,
principalement des licenciements abusifs ou des litiges sur les salaires. J'ai fait du droit de la famille, donc j'ai fait des divorces, des gestions de garde d'enfants. Ah oui, là, ça devient des affaires humaines profondes. Voilà, je suis passée devant le juge des enfants pour des enfants qui ont commis eux-mêmes des infractions. Donc le travail, d'abord, bon, vous avez le cas, il arrive, il a sous la forme d'un dossier, un nom, un fait, une rencontre avec une personne. Voilà. Après, vous confrontez ce cas, j'imagine. Alors après, en fait, tout dépend où on en est de la procédure. Soit on en est au début de la procédure. Ah, et vous ne faites pas forcément toute la procédure. Non, c'est en fait. Alors, moi, arrivant dans un cabinet, il y a des dossiers qui sont déjà en cours, où je peux déjà arriver à être déjà en cours d'appel, en fait, où on me demande, tiens, tu vas repasser derrière ce dossier et voir ce qu'on peut faire de mieux dans ce dossier-là. Ou alors j'en suis tout au début et on en est à l'assignation, soit à lancer une procédure, soit à répondre nous-mêmes à l'assignation qui a été donnée à notre client. D'accord. Voilà, pour commencer à faire les premières conclusions de réponse à l'argumentation qui nous a été donnée par l'avocat qui est en face. Alors face à des cas comme ça, quelles sont les compétences techniques ou humaines que vous mobilisez et que vous acquérez en même temps ? Alors en fait, tout dépend où c'est que je m'en situe de la Bien sûr, ça dépend du cas. Ouais. Face à un enfant qui risque la prison, c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes compétences à développer que devant, je sais pas, une agression. C'est ça. De toute façon, si on prend un dossier depuis le début, la première des compétences, c'est l'écoute déjà. Oui. Savoir recevoir les gens, savoir les écouter, savoir aussi circonscrire en fait le problème, parce qu'on n'est pas là pour recevoir un déballage de toute leur vie. Oui, les clients peuvent tout confondre. Les gens peuvent avoir envie de parler, et donc il faut être capable aussi de les cadrer et de leur réexpliquer aussi ce que c'est une procédure judiciaire, parce que la plupart des gens sont complètement perdus, ne serait-ce que par le vocabulaire qui est employé, par la montagne de choses qu'il y a à faire et à envisager pour arriver au bout d'un dossier. Et donc, il faut être capable de savoir leur expliquer ça. Tout ça dans un temps limité pour ne pas faire perdre de l'argent. C'est ça. Et il y a aussi la question financière, savoir aussi régler la question financière, de savoir nous comment on va être payés, eux comment ils vont pouvoir régler, s'ils peuvent le faire directement ou s'il peut y avoir une prise en charge financière par l'État, soit par l'aide juridictionnelle ou par une assurance aussi, parce que les assurances ont parfois des choses qui sont prévues dans les contrats. Donc il peut y avoir aussi une prise en charge financière par les assureurs. Et après, il y a quand même au tribunal, vous devez parler. Voilà, on devait parler effectivement les plaidoiries. Alors, je pense qu'il y a un grand rêve qui est de faire disparaître les plaidoiries, mais les avocats y tiennent beaucoup. Savoir présenter effectivement oralement son dossier. On veut faire disparaître les plaidoiries ? Oui, il y a il y a effectivement une certaine démarche qui est engagée depuis de nombreuses années pour arriver en fait à raccourcir le plus possible les procédures et à les simplifier au maximum. Donc déjà, il y a eu... Ah oui, on standardise ou on imagine des process, quoi, quasiment. Oui, c'est ça. Mais c'est exactement comme ça. Avec... alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dématérialisées aussi. Oui, l'informatique. L'informatique est arrivée et donc on a beaucoup dématérialisé aussi les procédures. Et donc, il y a une vocation à aller toujours plus vite parce que les tribunaux sont engorgés et donc il faut trouver aussi des solutions, quoi. Alors, le plaisir qu'on peut tirer du travail tel qu'on commence à le percevoir, là, écouter les gens, circonscrire leurs problèmes, le transposer dans des termes juridiques, aller le défendre, et après il y a le résultat, la décision, etc. Où est le... Où est le plaisir là, de ce travail? Déjà, le plaisir, c'est l'absence de routine, déjà. Parce que ah oui, c'est jamais pareil. Ouais. Non, ce n'est jamais pareil. Et donc, à chaque journée, une chose différente.
voilà, notre semaine quotidienne est rythmée par les rendez-vous, les déplacements dans les différentes juridictions, chez différents professionnels aussi, parce qu'on rencontre les notaires, les juges, les experts, d'autres avocats éventuellement. Donc, voilà, c'est très foisonnant, c'est très riche. On fait vraiment beaucoup de choses. Intellectuellement, on ne s'ennuie pas. C'est vrai que si on recherche du challenge intellectuel, Intellectuel et ouais, humain aussi, humain. Et très humain, ouais. voilà, oui, parce qu'on rencontre énormément de personnes. Et donc ça, c'est un public très varié. Donc voilà, il y a vraiment de quoi faire. On ne s'ennuie pas dans ce métier. Donc là, on voit le métier, on voit l'intérêt de le faire. Et puis, bon, on connaît la fin de l'histoire. Il n'y a pas de fin à une histoire, mais à un moment, vous allez quitter ce métier. Mais là, peut-être, alors, dans ce premier cabinet, à un moment, vous quittez ce cabinet. Alors, où ça frotte, où seraient les problèmes, ou alors c'est peut-être tout simplement que c'est votre vie qui vous amène ailleurs. Enfin, vous m'avez quand même parlé de problèmes d'honoraires ou de répartition, enfin de rétribution en argent qui vous surprenaient pour le moins. Oui, alors dans le premier cabinet, je l'ai quitté effectivement parce que ma vie changeait et j'étais sur la région de Bordeaux et je suis partie sur la région de Lille puisque mon mari avait trouvé du travail là-bas. Donc j'ai mis fin à ma collaboration de manière tout à fait normale. Mais en même temps, j'avais une grossesse en cours et du coup, en fait, il y a beaucoup d'histoires qui tournaient sur le fait que c'est très compliqué en fait d'être enceinte dans un Voilà, cabinet si oui, d'avocats. votre projet de grossesse, on vous a fait bien comprendre que c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Moi, j'ai j'ai rencontré beaucoup de consoeurs qui n'ont pas pris le délai auquel elles avaient droit pour le congé avant d'accoucher et qui terminaient peut-être 15 jours avant d'accoucher, voire la semaine avant, quoi. Pourtant, là, on peut imaginer que les avocats sont très au courant du droit du travail. Oui, Et là, on est à la limite, on est même de l'autre côté du droit du parce travail si on remet en question un que le projet de droit grossesse. du travail, en fait, ne s'applique pas en fait aux avocats qui sont indépendants, en fait. Ah oui, Et oui. Et donc, on fait ce qu'on on veut. n'a pas. Après, tout dépend des avocats, mais on n'a pas la protection que les salariés ont, eux. Et oui, effectivement, c'était un peu gênant. Et la rétrocession d'honoraires, alors, Bon, c'est un peu de technique, là. Bon, c'est la façon dont un avocat est payé. Alors, voilà, c'est la rétribution pour les prestations qu'on effectue, puisqu'on travaille pour les dossiers du cabinet. Donc, alors, elle peut être fixe ou variable. Et il y a un montant minimum qui est fixé par les barreaux maintenant pour les jeunes avocats, parce que je pense qu'il devait y avoir un peu d'abus sur la fixation des, oui, ce voilà, des minimum en net montants. correspond à un salaire, une fois les charges déduites, à autour de 1 500, 2 000 euros maximum, c'est ça, ouais. Voilà. Alors, nous, enfin moi, ma première rétrocession d'honoraires, alors maintenant elles ont augmenté, mais ma première rétrocession d'honoraires était de 1 900 euros, sur lesquels moi je payais effectivement mes propres charges. Et dans les charges, il y a beaucoup de choses. Il y Ce a qui vous faisait un l'assurance salaire. maladie, l'URSSAF, Oui. mais il y a aussi des charges à payer pour la retraite, des cotisations diverses pour le barreau et des assurances une assurance à payer, enfin des assurances personnelles et aussi des assurances pour professionnelles à payer. Donc il y a quand même beaucoup de charges. Il faut être capable donc de gérer en fait d'être capable en fait de savoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer ses charges. Et vous arriviez à un salaire, si je me souviens bien, de 2 400 euros environ. Ouais, C'est le salaire la de... première année, effectivement. Après, je me suis payée un petit peu plus, mais voilà, les premières années, voilà, il faut faire Mais vous n'en attention. faisiez pas un critère important à ce Non, stade non, encore. j'en faisais pas un critère Mais il faut quand même important. voir, c'est pas beaucoup, quoi, avec autant d'études, Voilà, ben autant de travail, parce que tout ça pour c'est pas, vous n'êtes pas sur les 35 heures, vous êtes sur les 45, 50 heures. Alors, en fait, voilà, vous avez une rétrocession d'honoraires pour un temps plein. C'est comme ça qu'on le présente. Mais on ne vous définit pas ce que c'est un temps plein. On vous dit pas,
on vous fixe pas d'horaire. Et quand vous arrivez et que vous êtes plein de bonne volonté et que vous voulez montrer de quoi vous êtes capable, et parce que aussi vous avez un patron qui finit à 19h30 et qu'il verrait d'un mauvais œil que vous partiez avant lui, vous travaillez effectivement de 9h à 19h30. Mais c'est pas une façon de terroriser les autres, Pendant de 5 jours. partir après eux quand on est leur patron. Pendant 5 jours, quand vous vous trouvez... Avec des dossiers qu'elle fait le week-end, en plus, vous m'avez dit aussi. Oui, c'est arrivé, effectivement. Alors, ça, c'était plus les dossiers personnels, parce que si... Ah oui, en même temps, il vous dit, ça c'est intéressant, ça. En fait, un collaborateur est indépendant, donc il reçoit une rétrocession d'honoraires, et en parallèle, il a la possibilité, en fait, de développer sa clientèle personnelle. Mais quand vous faites un temps plein, en semaine, c'est très compliqué en fait de gérer ses propres dossiers. Donc votre propre patron qui exige de vous finalement plus de 40 heures vous dit mais développe ton affaire. Alors, il n'exige pas de vous, mais effectivement c'est... Il vous met dans une situation où il fait mieux parce que c'est vous-même qui exigez de vous. C'est un peu vicieux effectivement et dans la mesure où le barreau ne définit pas ce que c'est un temps plein, oui. Et tout le monde fait un peu ce qu'il veut. Et ça, c'est travailleurs indépendants. Donc, moi, si je devais conseiller aujourd'hui à des jeunes avocats qui vont intégrer ce métier, c'est d'être capable, en fait, on va y arriver. Dès la signature, finalement, du contrat de collaboration, d'être capable, en fait, de définir ce que c'est que les horaires, en fait, pour lesquels il va travailler au cabinet. Oui, mais partout, dans tous les travails. Oui, mais... Je crois que pour celui-là, c'est vraiment important. Enfin, non, parce que dans un travail salarié, en fait, les horaires sont déjà fixés. Vous avez un cadre légal. Mais là, vous n'en avez pas. Et non, mais quand vous êtes cadre, on peut vous dire un cadre ne compte pas 16 heures. Bon. Oui, bien sûr, mais normalement, il a le salaire qui va avec et la protection, la protection sociale qui va avec, ce qui n'est pas le cas de l'avocat. Et donc, si l'avocat veut vraiment pouvoir en fait développer sa clientèle et avoir des horaires en fait de travail raisonnables en semaine, il faut qu'il soit quand même capable de se mettre d'accord, je pense, avec l'avocat référent, enfin celui qui est embauché, pour définir un certain cadre. Mais on peut imaginer qu'il va fuir un peu cette question. Oui, c'est possible, mais je pense qu'à un moment, il faut être capable en fait, de ne pas laisser s'instaurer ce lien de subordination qui ne doit pas exister en fait, dans cette relation de travail, puisque l'avocat collaborateur est indépendant. Et que cette indépendance est exclusive de tout lien de subordination. Et donc, il faut être capable, je pense, de poser des limites, en fait. Là, vous avez un diagnostic pour les jeunes. Alors, on va voir si vous avez réussi dans un deuxième travail, donc à Lille. Vous arrivez, vous êtes recruté facilement. Vous arrivez à Lille et vous retrouvez un travail tout de suite. Donc je suis jeune maman et je retrouve un travail, effectivement, à mon premier démarchage. Dans un cabinet proche de Lille. Alors là, rapidement, le travail, les conditions, les compétences, les plaisirs et justement ces recommandations, comment analyse de ce boulot au regard des recommandations que vous venez de faire là aux futurs avocats. Et là, effectivement, je n'ai pas été capable effectivement de fixer ces limites. Alors normalement, en fait, un avocat collaborateur est embauché par un cabinet qui tourne. Donc il y a un secrétariat qui a donc un associé qui a ses dossiers et qui, pour le surplus de son travail, finalement, va déléguer une partie de son travail à un collaborateur. Et moi, je suis arrivée dans un cabinet où le secrétariat était profondément modifié et manifestement l'associé faisait autre chose de sa vie et donc comptait sur sa nouvelle collaboratrice finalement pour gérer en fait son cabinet. Pour gérer son secrétaire, parce que la secrétaire était partie, c'est ça? La secrétaire était partie, il n'y avait que des étudiantes qui étaient en alternance. Donc, en stage. Qui était en stage. Et donc, il vous a demandé de vous occuper du secrétariat, d'encadrer de la formation. En même temps, il fallait que je m'occupe des dossiers, que je développe ma propre clientèle et que je fasse mes heures de formation. Donc, à un moment, je n'ai pas 4 bras et j'étais aussi jeune maman, donc j'avais aussi mes propres
problématique. Et C'est voilà. peut-être ce qui vous sauvait parce que ça vous obligeait à plus d'exigence envers vous-même, en fait. Oui, voilà. Bon, peut-être, je ne sais pas. Mais toujours est-il que il n'a pas fallu 6 mois pour que je sois finalement trop fatiguée et débordée. Je pense que si j'avais été voir un médecin, il m'aurait diagnostiqué un burn-out. Ouais. Et donc... Bon, on va pas citer cette personne, mais peut-être pour le décor, c'est intéressant de voir que c'est quelqu'un aussi qui avait... Dans le cabinet, il y avait sa vie privée qui traversait par sa femme, son Voilà. ex-femme, ses enfants, le golf. Effectivement, un peu trop de choses qui ont investi le cabinet et où finalement la place qui aurait dû être réservée au travail et aux échanges sur le travail ne se faisait pas Ouais. correctement. Donc il y avait c'était dysfonctionnel, quoi. Et donc voilà, moi Donc là, on était ça très m'a loin. pas permis effectivement d'avoir une bonne vision en fait du monde des avocats, en tout cas sur l'île. Donc sachant que j'étais moi en plus déracinée finalement de ma région natale, ça a été finalement assez vite compliqué, quoi. Si au boulot ça se passait pas bien, j'ai perdu pied et voilà. Du coup, c'est vrai que avec mon mari, on a pris la décision que j'arrête au moins pendant un temps. Donc j'ai posé ma démission. Alors il y a un délai en fait. Donc j'ai posé ma démission au mois de mai et avec un arrêt finalement au mois d'août. Donc j'ai travaillé 1 an complet et voilà. D'accord. Voilà, Avec un sentiment. Avec un sentiment d'échec quand même. J'ai pas pris cette décision. Peut-être on peut prendre 2-3 minutes pour analyse de la situation où... Enfin, attention, il y a un sentiment d'échec, mais il y a aussi, de la part de deux avocats, enfin de 2 cabinets successifs quand même, des excès où était le problème, ouais. Et Indépendamment du fait que vous aviez un projet, un enfant qui allait naître. C'est ça. etc. Alors il aurait fallu à ce moment-là que moi-même en fait j'ai le projet de m'installer et ce projet-là en fait je me sentais pas capable de le mener parce que l'avocat. Donc, moi, je voudrais reformuler. Ouais. C'est pas que vous n'étiez pas capable de le faire, c'est que les conditions dans lesquelles vous exerciez ne vous permettaient pas de ce qui est attendu. Oui. C'est-à-dire avoir un temps et des moyens et même un réseau finalement pour faire ce que fait un bon avocat, c'est-à-dire il commence à développer son activité. Oui, c'est ça. Si j'avais voulu continuer en collaboration. Mais en fait, l'autre solution aurait été que je monte directement en fait mon cabinet pour me sortir en fait de ces relations de travail que moi j'ai jugées toxiques, pour monter en fait directement mon cabinet et être mon propre chef en fait. Et ça je m'en sentais pas capable en fait de le faire toute seule et de me lancer finalement parce que j'avais pas eu le temps de monter ma propre clientèle en fait au sein de mon cabinet et j'avais pas eu le temps en fait de me poser pour réfléchir à tout ce que ça impliquait aussi d'être chef d'entreprise. Voilà, mais justement là on va élargir un peu sur la profession, on va s'adresser aux jeunes. Écoutez bien. Vous me disiez un jeune qui veut devenir avocat, il doit être idéaliste. C'est voilà la fibre du métier et réaliste et réaliste. Réaliste, voilà. Et par ailleurs, on sait que donc tout à l'heure vous me parliez d'un chiffre, 22% des gens qui commencent comme avocats arrêtent le métier. Dans les 10 ans, oui. Et alors diagnostic, donc on a parlé d'un cadre flou, parfois volontairement entretenu par quelqu'un qui a un cabinet. Par ces gens-là, mais aussi par le barreau en fait en général. Et alors là, il faut faire attention, vous parliez aussi de peut-être vous n'aviez peut-être pas les compétences pour parler directement argent, frontalement avec quelqu'un. Oui, c'est vrai.
C'est une qualité d'un avocat, il doit être capable de parler Oui, argent. Faut le savoir. c'est sûr, oui. Oui, oui, il faut être capable en fait de savoir donner de la valeur à son travail et de savoir dire les choses en fait à ses clients et de savoir être capable aussi après de récupérer voilà, ce qu'il a facturé. Donc, alors, malheureusement, c'est aussi du temps, en fait, parce que Oui. c'est un problème. Tout le monde ne paye pas quand il faut payer. Et donc, ça fait partie, effectivement, d'un temps qu'on doit passer. Vous m'avez raconté une anecdote aussi, même un collègue, c'est-à-dire un avocat parisien vous dit « je ne peux pas le faire, est-ce que vous pourriez le faire ?» Tu peux le faire. Oui. Et voilà, ça coûte tant, ça rapporte Oui, tant, et il n'a pas payé. Des avocats, effectivement, qui font pas le déplacement et qui délèguent en fait une plaidoirie à un avocat et sous rémunération, sous condition de rémunération. Donc on se met d'accord déjà à l'avance en fait sur ce que ça va coûter en fait de se déplacer à sa place et qui vous paye pas effectivement juste après. Et à ce stade, on peut rappeler une chose qui vous a été dite par un enseignant à l'université. Bon, peut-être qu'il exagérait, mais non, je pense pas qu'il vous êtes rempli d'idées presque roses et vous allez tomber dans un des petits poussins qui vont tomber dans un panier de crabes. Des petits poussins qui vont tomber dans un panier de crabes. C'est ça. Bon, il y a des avocats qui s'en sortent très très bien. Bien sûr qu'il y a des avocats qui s'en sortent très très bien. Il y a des grosses structures qui tournent, voilà. Mais bon, ils ont aussi certainement leurs problématiques financières et des décisions à prendre. Oui, le travail est différent dans les grosses structures. Mais le travail est différent effectivement dans les grosses structures. Ça fonctionne pas pareil. Mais effectivement, les petites structures sont soumises à la compétition qui est assez forte, je pense, peut-être plus dans les grandes villes, mais dans les petites villes, c'est peut-être le manque aussi de dossiers qui fait qu'on ne va pas non plus rouler sur l'or. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a des avocats effectivement qui gagnent assez mal leur vie, en tout cas dans les premières années. Et après, il faut être... monter son entreprise et monter un cabinet qui marche, effectivement, c'est une compétence. Il faut savoir créer du réseau, être capable d'aller chercher peut-être des institutionnels qui vont apporter une manne de dossiers au cabinet qui va être plus régulière, qui va donc permettre d'avoir une rémunération qui est plus régulière. Il faut savoir se faire connaître, il faut savoir aller rencontrer les gens. Il faut bouger. Un travail d'indépendant, presque de commerçant, d'une certaine manière. Oui, et tout ça quand même dans un certain respect des règles déontologiques du barreau, de ne pas faire une publicité non plus excessive. Donc il y a des choses à respecter. Bon, ça, c'est un peu et puis dans un contexte, il faut le rappeler, où la justice manque de moyens, donc c'est de plus en plus difficile. Les dossiers traînent dans les tribunaux. Alors effectivement, oui, il y a ces problématiques-là qui peuvent provoquer des fois des déceptions, notamment pour les clients, parce que on aurait envie de mettre des choses en place pour eux, mais le manque de moyens fait que ça va pas suivre derrière, quoi. Enfin, notamment sur des suivis socio-judiciaires ou des choses comme ça. Qui seraient nécessaires à mettre en place et qui se font pas bien. Bon, ça c'est autre chose. En fait, je sais que vous déconseillez pas le métier, juste prudence, non, je déconseille méfiance. pas le métier, mais effectivement, il faut se rendre compte que la collaboration, c'est pas un travail salarié et donc ça garantit pas effectivement une protection et une tranquillité en fait d'esprit qui fait que vous arrivez au boulot avec des horaires de boulot qui sont fixes et vous repartez et vous ramenez pas de boulot à la maison et c'est très bien. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc il faut bien se renseigner sur savoir comment ça fonctionne, ce que ça implique aussi en termes d'horaire. Et savoir définir en fait ses choix dans la vie, ce qu'on veut en termes d'équilibre professionnel et de famille. Voilà. Moi, je note que c'est les joies et les malheurs de l'informel. C'est-à-dire, au travail, un cadre protège.
C'est contraignant, des fois on conteste le cadre, mais il se trouve que quand même que le cadre. Et quand que on ça échappe change, effectivement. parce qu'on est on a une profession indépendante au droit du travail, d'une certaine manière, tout en étant avocat, c'est intéressant, et bien on s'expose. Et c'est là qu'il faut combattre individuellement, finalement, dans chaque situation. Ouais. Oui, il faut savoir, voilà, il faut savoir s'imposer. C'est-à-dire que, et comme je l'ai dit un peu au début, être capable peut-être d'aller frontalement discuter des questions financières, des questions d'horaire, de savoir quel est le temps qui nous est imparti finalement pour faire aussi développer notre clientèle personnelle, faire nos heures de formation, parce qu'il y a pas moins de 40 heures de formation à faire en Mais vous 2 n'avez ans. pas pu les faire. Et la deuxième fois, j'ai eu tellement de travail qu'effectivement, je n'ai même pas réussi à dégager du temps Ouais. pour faire 20 heures de formation la première année. Donc, alors que dans l'autre cabinet, ça se passait suffisamment bien même pour que j'y arrive. Voilà, ça implique aussi beaucoup de déplacements. Il faut avoir un véhicule aussi individuel, un permis de conduire. Il faut être capable d'aller dans des juridictions qui sont parfois éloignées. Des fois, ça demande des déplacements sur 2 jours. Moi, ça m'est arrivé une fois de me déplacer comme ça à Montpellier. Donc, j'avais pris le train, j'avais dormi à l'hôtel pour pouvoir plaider le lendemain très tôt Oui. dans une juridiction. Donc, voilà, ou à moins que le cabinet s'organise pour qu'un confrère aille plaider notre dossier sur place. Mais tout ça, ça a un impact en fait sur la vie personnelle. Personnellement, on y vient justement parce que vous disiez, il faut savoir faire l'équilibre. Et vous l'avez fait enfin pas grâce, c'est un mauvais terme, en discussion avec votre mari, qui vous a dit, mais bon là, c'est un peu difficile. On a un enfant, tu aimes écrire. Et donc vous êtes lancé maintenant dans le métier d'écrivain. Vous avez déjà 3 livres qui ne sont pas publiés. Bon, mais ça c'est pour l'instant. C'est le sort les éditeurs reçoivent un nombre incalculable de manuscrits chaque jour. Mais maintenant, donc vous écrivez, c'est ça. Disons que j'ai profité en fait d'avoir arrêté. Alors je comptais reprendre une activité professionnelle tout de suite, mais il s'est avéré que les démarches que j'ai faites ont été infructueuses et après on est parti à l'étranger. Donc je me suis pas précipitée finalement pour trouver tout de suite un travail parce qu'on avait un autre projet en fait qui se dessinait et qu'à l'étranger je ne pourrais pas le mener. Donc plutôt que de m'investir dans une recherche de travail, j'ai mis à profit le temps libre que j'avais pour faire quelque chose dont je rêvais depuis longtemps, qui était d'écrire des romans et des... Vous êtes dans le fantastique, voilà, des histoires que j'avais en tête depuis très longtemps, que j'avais commencé à poser vaguement, mais que je n'avais pas du tout le temps d'écrire le week-end. Et donc voilà, je me suis investie à fond. C'est une discipline de tous les jours pour écrire et mener un roman à bien, parce que en fait, beaucoup de gens veulent écrire, mais effectivement arrêtent en plein milieu parce que ils sont c'est un travail tout aussi gigantesque. Voilà, c'est ça. Le manque de rigueur. Tout aussi exigeant, Voilà, le manque de rigueur fait qu'en fait, ils n'arrivent pas au bout parce que voilà, ils n'insistent pas. Et donc voilà, donc j'ai rédigé effectivement déjà une première trilogie, mais j'ai d'autres idées et d'autres romans sur la table. Et voilà, après il faut beaucoup de temps puisque après il faut repasser, faire la correction, faut que des gens relisent aussi votre travail. Oui, voilà. Et puis un livre s'écrit pas une fois, il s'écrit 10 fois. Voilà, il s'écrit plusieurs fois, effectivement. Alors c'est un travail très solitaire, c'est ce qu'il faut savoir. En plus, ouais. Bon, il n'est plus solitaire quand on publie, mais bon, faut publier. Mais il faut publier, effectivement. On va conclure là-dessus. Donc, merci, Jenny Cassou. Donc, vous avez été avocate 8 ans, c'est ça 6 ans j'ai été avocate de 2008 à 2014. Voilà. Et maintenant, vous êtes écrivain en attente. Enfin, pas en attente. Vous écrivez tout le temps, tous les jours. Mais voilà, il y a une étape suivante qui serait l'édition. Voilà, par exemple. Merci, Jenny. Merci à vous de m'avoir reçu. Prochain portrait, prochaine histoire, prochain métier, au prochain numéro de Un bon boulot.
Témoignages, discussions et reportages sur les grandeurs et les misères du travail.